pourrait applaudir, s'il vous plaît, Pierre Egido et Lydie Achokbe. Bon. Première chose, merci d'être venu. C'est toujours très sympathique. Donc, c'est notre deuxième, on va dire, session keynote de l'après-midi, la première après-midi, la deuxième de la journée. Je vais présenter un peu Pierre et Lydie. Donc, sous votre contrôle, bien évidemment, je prends mes notes parce que forcément, après, des fois, je perds la mémoire. Et vu que c'est rétinien, il faut que ça marche. Voilà. Pierre, tu es, avec Lydie, forcément, vous travaillez pour Chronos, une société de conseil du coin, du Nord, en tout cas, qui est à Lausanne, c'est ça, hein, c'est bien ça. Et je prends votre baseline, vous militez, vous œuvrez pour une entreprise humaine, c'est-à-dire exigeante avec elle-même sur son management humain, sa relation et son environnement avec ses clients. C'est bien ça? C'est parfait. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de une révolution qui est arrivée chez nous il y a maintenant un bout de temps. Hein, enfin, oui, ouais, un petit peu. Enfin, à l'âge informatique, c'est Grand rapide. public, un an. Ouais. ChatGPT. Mais on va pas le voir sous un regard technique du tout. On va pas parler de script, hashtag et tout le bazar. On va plutôt le regarder du côté, je dirais, apprentissage, pédagogique, managérial aussi, transformation dans les entreprises. Sociétal aussi. On va commencer un petit peu. Déjà, vous faites quoi? C'est quoi votre job? On fait quoi? Ouais. Alors, merci Guillaume d'abord pour l'invitation. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, on se disait, là avec Lydie, elle me disait, il y a beaucoup d'hommes. Bah, oui, il y a beaucoup d'hommes. Parce que nous, on travaille dans les ressources humaines. Et c'est un métier qui est très féminin, très genré, comme le vôtre d'ailleurs. Et évidemment, l'idée, c'est que ça évolue, tout ça. Donc nous, on travaille dans les ressources humaines. Ça fait 37 ans qu'on accompagne les plutôt grandes entreprises et ETI sur les questions de développement compétences managériales. Donc notre job, pour faire simple, c'est de former des managers dans les entreprises. ChatGPT, on sait tous ce que c'est, IA conversationnelle qui maintenant est devenu un standard. On l'a vu un petit peu sur certaines sessions, on a parlé de copilot, on a parlé pas mal de choses. On parlera aussi d'ailleurs de copilote sur la dernière session avec un pilote de rallye. D'ailleurs, il y a des parallèles assez intéressants. Concrètement, ça fait quoi ce bazar? C'est un chat? C'est un GPT? C'est quoi? C'est quoi une IA? À quoi ça sert concrètement, vous, de votre regard non technique? Concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous connaissez tous ChatGPT. Là, on parle d'IA conversationnelle, mais si on veut être un peu plus juste, l'IA, c'est un domaine scientifique. Et en fait, ChatGPT, c'est un logiciel, un programme. Qu'est-ce qu'il fait, l'agent conversationnel? Il prend de l'information textuelle et depuis quelques semaines, il me semble que maintenant, il prend aussi de l'image. Il est capable de traiter et il transmet une réponse à partir de son propre modèle de fonctionnement. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait nous aussi quand on fait une conversation. On me transmet, je prends de l'information, je l'interprète et je redonne une information. Donc voilà, c'est la conversation, mais en mode informatique. Et ce qui est vraiment important, c'est que c'est selon son propre modèle, qui est lui un modèle statistique. Voilà, ce qu'il faut jamais oublier, parce qu'on l'oublie, hein, ChatGPT, c'est conversationnel, donc il nous répond, on a l'impression de parler avec un humain. Je racontais à Pierre, à mes collègues, les premières fois que j'ai utilisé, j'ai commencé à rigoler. Je le testais un petit peu. Hein, il me disait des choses, je rigolais. Je disais, mais moi, j'ai oublié que je parlais à une machine finalement et pas à un être humain. Donc voilà, bien penser que derrière tout ça, en fait, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu ce site du Financial Times, qui explique This is how it works. Donc ça explique vraiment de manière très visuelle et c'est super pédagogique. Moi qui suis ingénieur pédagogique chez Chronos, j'ai adoré ce site et ça m'a permis de comprendre. Alors je vais pas rentrer du tout dans la technique parce que vous allez peut-être comprendre tous ces gros mots qui sont écrits. Moi je les comprends pas forcément, mais c'était très visuel avec de la data visualisation. Je crois que c'est votre domaine aussi. Voilà, pour comprendre que voilà, le chat GPT, donc une IA conversationnelle, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle sait traiter des mots, maintenant des images, les assembler et apporter de manière statistique des réponses à ces mots. C'est cool, mais moi, ChatGPT, j'entends pour Dieu dire oh là là, danger, c'est parfois même dangereux, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a de la méfiance, il y a même parfois des craintes qui émergent de ce truc-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça peut être dangereux. Et à contrario, on dit oh, révolution numérique extraordinaire depuis, je crois qu'on a dit, c'était une révolution qui n'était pas intervenue depuis des années dans l'informatique, c'est complètement incroyable. Les deux sont pas opposables. Une crainte, ça peut être aussi une révolution numérique, mais concrètement, enfin, dans un premier temps, pour vous, pourquoi c'est une révolution numérique? On va commencer par le positif. Pourquoi, en soi, c'est une révolution numérique, ChatGPT? Alors, moi, je ne suis pas un expert de la science. Par contre, je m'intéresse beaucoup au sujet. Et quand tu lis des choses un peu
historique sur l'histoire que vous connaissez tous. Hein. L'IA, ça a 70 ans, d'accord. Donc McCarthy qui crée le nom, Newell et Simon qui commencent un peu à traficoter tout ça aux États-Unis au milieu des années 50. Et en fait, quand on lit des choses un peu poussées, un peu techniques sur la question de l'IA et de ChatGPT, tout ce que tu lis te dit que c'est pas une révolution. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet. On te dit juste c'est une explosion d'une technologie, d'une technique qui existait déjà. Ça a 70 ans maintenant. La grosse rupture, c'est que c'est hyper puissant maintenant, parce qu'il y a eu deux gros, vous les connaissez, de grosses périodes dans l'IA. Il y a eu le classicisme ou l'IA symbolique, et puis le connexionnisme avec ce machine learning, là, ce truc qui apprend, et avec stupéfaction, on ne sait plus trop expliquer ce qu'il apprend. Donc en fait, effectivement, il y a une révolution au sens de on revient à quelque chose qui avait été imaginé. Révolution, c'est ça, hein, le soleil, la terre, la révolution, c'est on revient au point de départ, mais à quelque chose de différent et de nouveau. D'un point de vue technologique, il n'y a pas de rupture, comme la société a pu en connaître par le passé. Par contre, c'est exponentiel la puissance du truc, et c'est ça qui fait peur. Donc, dans un premier temps, est-ce que c'est une révolution? Oui, du point de vue de l'évolution du système en lui-même, et c'est normal que ça fasse peur. Si vous suivez un peu l'actualité, il y a beaucoup de choses en ce moment. Nous, dans notre métier, dans les RH, on parle de destruction massive d'emplois. Destruction massive d'emplois. Alors les derniers qui ont annoncé des chiffres complètement dingues, c'est JP Morgan. Avec leurs prédictions, on se méfie un peu quand même, parce que je crois qu'ils sont à l'origine d'un truc un peu... voilà. Ils parlent de 300 millions d'emplois détruits, etc. Bon, prophétie autoréalisatrice, méfions-nous de tout ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de tâches. Nous, dans les RH, on a nos petits trucs à nous, il y a les emplois, les métiers, les tâches, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tâches qui sont déjà en train de disparaître, qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Tout ce qu'on peut automatiser, vous le savez, ChatGPT, c'est un super assistant pour ça. Donc, en ça peut faire peur. Il y a des métiers en ce moment dans l'édition, les traducteurs, voilà, il y a plein de gens qui sont en train de paniquer, mais il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, bien sûr. Qu'est-ce qui va le différer d'une intelligence humaine? Et est-ce que dans 10 ans, il ne saura pas faire cette intelligence humaine? Qu'est-ce qui le différencie quand tu dis pas du tout? Pourquoi? Oui, vraiment, il va traiter les choses de manière factuelle. Et puis, déjà, les bases de données, pour la version gratuite, en tout cas, elles sont limitées à une certaine date. Donc déjà, et puis vraiment, moi, comment je l'ai abordé en tant qu'ingénieur pédagogique quand c'est arrivé l'année dernière, je me suis pas dit tiens, ça va me remplacer. Hop, je me mets une journée et puis je fais tout ce que je fais de mon travail pour voir finalement comment il va me remplacer cet outil. Je l'ai intégré dans mes pratiques petit à petit pendant 6 mois. Là. Et puis, j'ai essayé de voir à quel moment, finalement, il pouvait s'intégrer comme assistant. Et donc, on commence à l'utiliser pour résumer un texte. Par exemple, j'ai lu des articles en anglais, je lui ai fait traduire le texte et puis me le résumer pour pouvoir aussi mieux capter aussi certaines subtilités. Pour rédiger un quiz, on va commencer à donner un petit peu de contenu, de voir ce qu'il fait. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que si on l'utilise juste comme ça et sans conviction, sans être un expert un petit peu du sujet, en fait, la machine, elle dit pas grand-chose d'intéressant. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont déjà testé, mais les premières réponses, alors déjà, il y a une manière de le questionner qu'il faut maîtriser. Donc... D'ailleurs, c'est une question. Dans la salle, objectivement, combien l'utilisent régulièrement? Ah ouais, c'est pas dingue. Je m'attendais à beaucoup plus de... C'est pas fou. Ouais. Je suis surpris. Et donc, par rapport à nos clients, justement, on a un client, par exemple, qui m'a demandé d'accompagner leur comité pédagogique, leur formateur, pour réussir à déjà se questionner sur l'intégration de cette nouvelle technologie. On n'est pas revenu dessus, mais au niveau historique, c'est aussi intéressant de voir comment les choses ont évolué sur la formation à distance. Donc, on les accompagne un peu là-dessus. Et aussi comment on rédige les prompts finalement pour que ce soit efficace, parce qu'ils ont commencé à tester et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à en faire ressortir quelque chose de bien, de pertinent, de cohérent, quoi. C'est un peu ma question qui allait suivre. Enfin, moi, j'ai lu un bouquin là-dessus que je vous conseille d'ailleurs. Bref, c'est La guerre des intelligences. À l'heure de ChatGPT, c'est hyper intéressant. Et puis, le professeur qui écrivait ça, c'est un docteur, bref, disait, mais moi, j'y voyais aussi un risque de, excusez-moi du terme, de fabrique à crétin. C'est-à-dire qu'on va apprendre plus de nous-mêmes, mais par l'intermédiaire d'une machine qui peut potentiellement raconter des conneries, parce que c'est pas vous que je vais l'apprendre, que sur le web, il y a un paquet de conneries.
Et quand on se nourrit de conneries, on fait parfois de la connerie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de fabrique à crétin? Et est-ce qu'il n'y a pas un biais de l'apprentissage en entreprise, j'entends? C'est-à-dire que ton formateur, enfin ton consultant, c'est junior, il va, hop, GPT, je lui fais confiance. Et en fait, est-ce qu'on ne risque pas demain d'avoir des couillons? Bon, on n'a pas attendu ChatGPT pour avoir des couillons. Alors, il y a un bouquin assez génial, un peu dur à lire, je trouve, pour moi en tout cas, mais assez génial, de Daniel Handler, qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. C'est un gros pavé, c'est un essai, c'est un académicien. Et globalement, il nous raconte un peu ce que tu dis avec les grandes frayeurs qu'on se fait. Il y a un délire un peu prométhéen, hein, pour ceux qui ont la référence. Prométhée, donc qui vole le feu à Zeus qu'il donne aux humains, donc Zeus est en colère et donc il le punit sur le rocher, il se fait bouffer les entrailles, etc. Depuis la nuit des temps, nous les hommes, on veut jouer à ça. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? On essaie de reproduire l'IH. C'est quand même assez rigolo, hein, tout ce qu'on dépense comme énergie pour essayer de reproduire ce qu'il y a là. Bon, réflexion un peu philosophique ou... Oui. Je réagis parce que c'était pas forcément prévu, mais dans cet ouvrage que j'ai lu là, j'ai pliqué des idées. Hein. C'est pas, tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, mais il disait que il y a des docteurs dans la pièce, je crois qu'ils sont encore là, que la connaissance d'il y avait 100 ans, c'est nécessairement pas la même qu'il y a maintenant. Je prends de la médecine, je prends l'astronomie, etc. Et que le cerveau humain, le développement tel de la connaissance qu'on a acquérie en 100 ans, le cerveau n'a pas été adapté pour acquérir autant d'infos. Mais l'IA, elle peut l'engendrer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous en pensez quoi, en vrai? Ben, en vrai, certainement. En vrai, certainement. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, tu as parlé de mémoire en introduction, donc ok. La mémoire dans notre cerveau, elle nous permet de gérer le temps. Ceux qui ont une bonne mémoire sont souvent ceux qui gèrent mieux le temps que ceux qui ont une mémoire un peu défaillante. Il faut savoir qu'il y a un lien entre les deux parce qu'en fait, on stocke de l'information sur notre façon de gérer du temps pour mieux l'améliorer demain. Ça, c'est l'intelligence humaine. Jusqu'à preuve du contraire, tous les scientifiques un peu sérieux sur l'IA et sur l'IH vous disent que l'IA est encore très inférieure à l'IH aujourd'hui et qu'elle le sera encore pour un moment. Donc, est-ce que aujourd'hui tout le savoir dans l'IA sur la médecine permet aux médecins? Oui, évidemment, et c'est ce qu'on appelle de l'IA faible, c'est l'IA classique et symbolique, c'est celle qui permet de faire des pronostics sur des cancers. C'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire grâce à l'IA aujourd'hui, qu'un médecin n'arrive pas à faire. Il y a des tests qui ont été faits aux États-Unis, des cohortes de médecins font des diagnostics, la machine fait son diagnostic, la machine est plus performante parce que là, elle touche à ce que tu racontes. Par contre, la machine, il y a plein de trucs qu'elle ne fait pas, comme l'empathie, l'émotion, la conscience du truc, l'improvisation, etc. Elle est programmée. Par contre, elle fait très très bien ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire aller chercher de la donnée et la restituer avec une logique statistique. Si on revient sur le sujet qu'on était en train d'initier, donc la fabrique à crétin, donc la formation, se former à l'outil, c'est une chose, mais la formation en entreprise, je parle du savoir, etc. Est-ce qu'elle prend un autre biais? Est-ce qu'elle prend une autre direction? Comment ça s'intègre là-dedans? C'est un point important, je pense, la formation de nous tous, c'est essentiel. Ça s'intègre comment? En fait, pour tout ce qui est apprentissage, formation, on l'intègre là comme un assistant pour les pédagogues. Alors, il y en a qui commencent aussi à réfléchir comment je le donne en accès aux apprenants. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça reste comme un Wikipédia finalement. C'est de la mise à disposition de contenu. Et qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Comment on apprend? C'est pas juste en allant consulter des contenus. Apprendre, il y a des piliers. Hein. On n'apprend pas juste par la consultation, on apprend si on suscite notre attention déjà. Ensuite, il faut favoriser l'engagement. Il y a 4 piliers. Hein. L'attention, l'engagement, le retour d'information. C'est-à-dire que si je vois des choses, mais qu'en fait, on ne me corrige pas derrière et que je n'ai pas de retour, je n'apprends pas. Et le 4e point, c'est la consolidation. C'est la répétition des choses. Donc, en fait, ces 4 piliers-là, aujourd'hui, on peut essayer d'utiliser ChatGPT, l'IA, pour venir nous assister en tant que pédagogue sur ces différents points. Mais l'apprenant tout seul face à ChatGPT à lui poser des questions, ça ne sera pas suffisant parce qu'on n'a pas nos 4 piliers qui sont utilisés. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la formation, dans l'éducation, alors ça commence d'abord dans l'éducation. Le marché de la formation sur lequel nous on est, c'est un marché qui globalement existe depuis 71 en France. C'est un marché de 33 à 34 milliards d'euros en France. C'est un marché à quasiment 300 milliards
de dollars dans le monde. C'est un vrai business. La formation, le learning, l'enseignement, c'est des vrais enjeux de compétitivité entre les pays. D'accord ? La Chine investit énormément sur ses jeunes, sur la formation, etc. Et là, évidemment, la place de ces enjeux de l'IA dans la formation est essentielle, mais elle est essentielle partout aujourd'hui. Nous, ce qu'on voit à notre petit niveau, c'est que notre matière, je peux te parler que de ça, notre matière, c'est le management. Donc nous, on est sur ça. Le management, c'est la façon dont on mène les affaires avec les équipes, etc. C'est une matière qui reste, à notre sens, relativement protégée. Parce que les clients, c'est pas nous qui le disons, les clients ne veulent pas du full learning. Donc, ils veulent pas non plus du full chatbot. Il y a des solutions. Je sais pas prévu, mais j'ai un parallèle parce qu'un article est passé il y a pas longtemps. Il y a une équipe de foot de Toulouse, une équipe de foot de Toulouse, ça tombe bien dans le contexte, qui recrute ses joueurs maintenant que depuis avec de la data et de l'IA. Dans le recrutement, c'est très fort. L'IA est très en avance. Le recrutement est très en avance dans l'IA. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir que des gens qui se parlent pas entre eux, mais qui sont très bons, mais qu'on ait une équipe de 12 Mbappé qui se parlent pas? Regarde Galtier, le rugby formidable, c'est the coach qui a mis de la data partout pour préparer l'équipe. Non, on n'a pas passé l'écart. Bon, Toulouse a gagné la Coupe de France quand même l'année dernière. Ceci étant, ils ont réussi à saloper la pelouse. Je voulais dire que j'aurais revenir sur un point qui a été évoqué. C'est pas tout fait dans l'ordre, je suis désolé, mais c'est un point qui est important à le relever. La destruction d'emplois. On y met ce qu'on y veut d'ailleurs, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est quand même un fait a priori. Mais je reprends un ouvrage encore que j'ai lu différemment, où c'est un peu bizarre, mais en 1800 et des brouettes à Paris, il y avait des porteurs d'eau. Il n'y avait pas le tuyauterie en PVC, machin, donc il y avait des porteurs d'eau. Ils étaient 11 000 et des brouettes. Et puis est arrivé, c'est mon téléphone qui sonne. Attendez, je vais l'arrêter. C'est le fourgon justement. C'est le prochain speaker qui doit être en bas à mon avis. Si quelqu'un, Amélie, peut gérer, ou ce serait chouette. Bref, je disais, mais 11 500 porteurs d'eau, ils sont fait amener l'eau courante et on est passé à 110 000 emplois en quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est un peu ma transition de tout à l'heure, d'avoir des gens mais hyper qualifiés pour pouvoir faire nourrir la bête, parce qu'il va falloir qu'on la comprenne, les ingénieurs qui la nourrissent, et des gens qui vont être dans la simple exécution et avoir un fossé énorme en termes d'apprentissage et de connaissances qui va arriver, qui va se creuser. Un avis là-dessus, Lydie ? Ouais, moi je regarde plus cette question-là sur Laurent Alexandre dans le livre que tu citais, La guerre des intelligences. Il parle de la spécialisation des tâches. Ouais, je vois plus ça en impact sur l'emploi. C'est est-ce que finalement on donnera aux robots des choses cognitives qui sont automatisables. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la donnée sera automatisable et donc les robots le feront sans nous. Et on garde à l'humain tout ce qui est lié à l'affectif, à l'émotion, ce genre de choses. Et il disait justement, lui, Laurent Alexandre, que c'est ce qui l'effrayait le plus, c'était qu'on fasse ça en fait. Que finalement, on laisse à la machine tout ça, que nous, on garde que l'affectif. Il expliquait que, voilà, je vois plus moi dans ce sens-là. Mais peut-être Pierre, tu peux compléter sur la réponse un peu plus directe à ta question. Oui, non, mais je faisais à peine une blague quand ton téléphone a sonné. Je ne sais pas si vous connaissez le fourgon, la société qui livre des bouteilles d'eau en verre. Ben voilà, le fourgon. Nous, chez Chronos, le fourgon passe, c'est-à-dire les mecs qui viennent apporter de l'eau parce que c'est sympa. Ils ont une voiture électrique, on a des bouteilles en verre, on bouffe plus du plastique. Voilà. Avant, il y avait des chevaux partout. Aujourd'hui, tu as un cheval, tu es un riche. Le cheval s'est rarifié, ce qui est rare a de la valeur, il me semble. En économie, c'est un peu une des bases des transactions. Donc, tout ce qui est rare est cher. Et je pense que dans des modèles capitalistiques, c'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, plus l'IA va se répandre, plus elle va se démocratiser, plus les coûts vont être écrasés, plus il y aura de concurrence, moins ce sera valorisé. Et tout le reste sera valorisé. À nous de nous valoriser. Enfin, voilà. C'est sûr que il y a la fabrique des crétins de Démurger qui a ressorti un deuxième bouquin il n'y a pas longtemps en disant j'ai la solution, parce que son premier bouquin, tu le lisais, tu avais envie de jeter tes gosses et la tablette avec. Donc maintenant, il y a mis quelques années, il t'apporte la solution. Elle est assez magique, sa solution dit il faut que nos enfants lisent, mais lisent des livres. Donc il faut lire parce que lire, sa créativité, machin bidule. C'est d'où ma question. Est-ce qu'on ne va pas avoir des dans la salle, j'en connais certains. Alors je vois pas mon maillot jaune du coin, je sais pas où il est, mais il y en a beaucoup qui utilisent déjà Copilot. Vous connaissez tous Copilot, j'imagine, dans l'univers de MS, qui est dans notre métier à nous, notre assistant un peu comment il s'appelait mon trombone d'avant dans Office là. Trombone. Clippy. Clippy. Clippy, c'était un petit peu le bébé de ChatGPT entre guillemets. Et maintenant on est passé sur un Copilot
qui est dans nos métiers, en fait, de dire, tiens, je voudrais calculer la moyenne glissante sur 12 mois cumulée. Et il nous fait une formule incroyable, dans Power BI notamment, je pense à ça. Et moi, j'ai vu des gens, des jeunes, des clients, des consultants aussi, me dire, attends, mais pourquoi on se fait chier? Je tape le bazar, il me donne. J'ai dit, attends, mais t'as regardé ta transition de contexte, c'est un peu technique. Et en fait, on se rend compte que, vraiment, je pense qu'ils n'apprennent plus à penser. Voilà, c'était un point important et je pense que c'est l'un des biais du truc. Si je redébloque ma tablette en parlant de ça aussi, c'est que justement en parlant de biais cognitifs, parfois c'est un peu fort le mot, mais on entend aussi les créateurs même, tu as parlé de Marc, etc., Zuckerberg, machin, etc., tous ces grands de la data qui ont parlé de régulation de ChatGPT. C'est possible, c'est un mythe. Il y a une demande de moratoire qui, je crois, n'a pas vraiment eu lieu parce qu'en fait, à ce niveau-là, c'est géopolitique. S'il y avait eu 6 mois de moratoire des Américains, la Chine prenait 6 mois d'avance. Donc en fait, les mecs, mais c'est 6 mois dans votre domaine, dans l'IA, c'est monstrueux. Hein. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une centaine de chartes qui ont été écrites au niveau international autour de la régulation de l'IA. Une centaine de chartes. C'est pas trop tard, Pierre? Moi, j'en sais rien. Non, mais dans votre point de vue, à vous. En fait, le truc, faut, à mon avis, pas se poser la question comme ça. Parce que, de toute façon, l'IA n'a pas été pensée pour être éthique. Dans l'histoire de l'IA, quand tu regardes un peu, tu te rends compte que la neutralité de l'IA, et donc de ChatGPT entre autres, elle a commencé à être remise en cause aux alentours des années 2010, quand on a commencé à se rendre compte qu'il pouvait y avoir des fameux biais. Si, tu as raison, bien sûr, il y a des biais. Mais il y a forcément des biais, puisque la donnée, elle est humaine. Elle est principalement californienne aussi, a priori, dans la manière dont elle est stockée, triée, sélectionnée. Hein, donc. Bien sûr. De quoi on parlait? On parlait des possibilités de régulation de cette techno. Les créateurs même se disent waouh, ça va trop vite, on va peut-être pas réussir à garder la bête entre guillemets entre nos mains. C'est ça que je voulais juste partager sur la question de la régulation. Donc l'IA est née dans les années 50, ça a explosé. Il y a eu l'hiver de l'IA, il y a eu le printemps, il y a eu l'été. Maintenant, ça explose, c'est génial, c'est l'été torride. Bon, super. Il y a un domaine dans lequel on s'inspire pour créer une charte éthique, c'est le domaine de la médecine. En fait, toute la charte éthique de l'IA est en train de pomper sur la charte de la médecine. Il y a 4+1 items. Alors le +1, on va commencer par la fin, c'est l'explicabilité, parce que ça c'est le gros problème de l'IA et surtout du machine learning, du deep learning, c'est qu'en fait on arrive à un moment où on ne sait plus trop expliquer comment la machine fonctionne. Et ce qui fait peur en fait aux scientifiques, c'est ça. C'est passer de l'IA faible à l'IA forte, c'est le délire transhumaniste, c'est les films de science-fiction où un jour la machine va prendre le contrôle. Tant qu'on peut expliquer ce qui se passe, ça va. Mais il y en a qui commencent à dire, je ne sais pas. Il y a eu fameux gars là de chez Google qui est sorti en disant, c'est bon, moi j'ai un problème. Je crois que ce que j'ai créé a un niveau de conscience qui est pas normal. Donc il s'est retiré. Il a dit, une partie de ma carrière, j'ai fait de la merde, c'est pas possible. La charte éthique de la médecine, c'est bienfaisance, non malfaisance, équité et je sais plus, il m'en manque un. Et en fait, l'IA s'inspire de ça aujourd'hui pour essayer de cadrer un peu. Sauf que, comme tu le dis très bien, il cadre a posteriori. Parce qu'en fait, ça n'a pas été créé pour ça. L'IA, c'est neutre. En fait, la machine fait ce qu'on lui demande de faire. Simplement, ça, c'était vrai dans le modèle symbolique. À partir du moment où on est rentré dans le modèle connexionniste, connexionniste, c'est-à-dire machine learning, le truc, il apprend en permanence par lui-même, etc. Il y a un moment où on est en train de se dire, ça nous échappe. Et à la vitesse à laquelle ça nous échappe, ça commence à faire peur. Et on a évoqué le sujet, mais je sais que c'est pas forcément quelque chose qui vous parle, mais on avait dit, vous savez, dans nos voitures, il y a de l'IA. Vous le savez forcément tous. Et une question se pose en ce moment de dire je vais avoir un accident, c'est sûr, je vais me planter. À gauche, je tue 3 vieux. À droite, je tue 3 jeunes. Cas de conscience. Mais qui va réguler ça? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est l'IA elle-même? Est-ce que c'est, à un moment, il va y avoir des choses comme ça qui vont arriver dans l'IA parce qu'elle va prendre du pouvoir. Elle prend un petit peu de pouvoir, d'ailleurs, je trouve, à un moment. Ne serait-ce que les journalistes, des fois, pour ceux qui font d'apparition en masse, utilisent ça. Et donc, à un moment, il y aura des choix stratégiques à faire, des choix politiques, des choix, je ne sais pas comment d'ailleurs, environnementaux, etc., tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'est pas, encore une fois, trop tard pour le... Enfin, je sais pas, quel est votre avis là-dessus? Je saurais pas répondre à ça. C'est le choix de Sophie, terrible choix de Sophie, cette mère là dans un camp d'Auschwitz à qui un nazi lui dit il va falloir que tu choisisses entre un de tes 2 enfants. C'est ce qu'on appelle le choix de Sophie. C'est une histoire vraie. C'est terrible. Tu peux pas choisir. Donc tu veux tuer des jeunes ou des vieux. Bon, moi je sais pas. J'ai 44 ans. Je suis au milieu. Donc j'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. L'IA a pas été pensée pour ça. Par contre, il y a un principe très très important qu'on essaye de réguler, c'est que normalement
toute construction iatique maintenant doit être nourrie de cette intention de bienfaisance pour l'humanité, de non-malfaisance pour l'humanité en même temps. C'est subtil, mais c'est exactement ça. Parce que parfois, vous pouvez faire bien votre job, vous êtes un industriel de l'armement, vous faites bien votre job. Mais il y a quand même une intention, enfin, celui qui me dit, moi je faisais des fusils, mais je ne me doutais pas que les gens allaient se tirer dessus. Prends vraiment pour un con. Mais après, s'il y en a qui écoutent, tant mieux. Voilà. Et il y a un troisième élément, donc bienfaisance, non-malfaisance en même temps, et toute la subtilité du développement d'une IA responsable sur lequel l'humanité continue de garder la main, c'est celle-là. Et il y a un troisième principe qui est essentiel, c'est le principe de justice et de non-discrimination. C'est-à-dire que tous les développements IAtiques doivent s'intéresser à la question de la justice pour tout le monde et de la non-discrimination. Et alors là, la non-discrimination, bonne chance, parce qu'en fait, comme c'est créé par des humains et que nous sommes toutes et tous discriminants par nature, et la nature est discriminante, en fait, ça c'est notre délire à nous de vouloir ne pas discriminer, c'est un beau délire, mais jusqu'où peut-on aller? Et là, on est confronté à nos propres limites d'un point de vue théorique. Il y a un autre principe aussi qui est en place, je pense, qui contient un petit peu tout ça encore aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Et on le voit sur l'exemple que tu donnais, les voitures autonomes. Hein, j'ai vu pas mal de cas là, ces dernières semaines, ces derniers mois, où il y a une multiplication d'accidents, malheureusement, dans les zones où ils testent de plus en plus ça. On voit bien que ils testent dans des zones encore resserrées, dans des conditions bien données, mais malgré ça, il y a quand même des accidents qui ont été évités de justesse. On voit bien qu'ils ne déploient quand même pas tout ça du jour au lendemain, quoi. Elon Musk avait prédit en 2020 plus de 100 000 voitures autonomes aux États-Unis, je crois, ou un truc comme ça. Bon, Tesla annonce, non seulement on n'y est pas arrivé, mais en plus pas de bol, mais ça c'est l'actualité. Aujourd'hui, Tesla annonce un bénéfice en recul de 44%. Ça c'est juste pour le clin d'œil. Donc ça va vite quand même, ça va vite et le contexte géopolitique. Puis après, il y a un autre sujet dont on ne parle pas du tout là, mais apparemment c'est un peu important, c'est l'impact climatique de tout ça. Alors, à mon avis, c'est ça. Alors, vous avez un échange, mais on n'était pas là. Donc, du coup, pour moi, il n'a pas existé. Trop tard. S'il te plaît. Oui, c'est ça, l'intelligence humaine. Mais en fait, la question, c'est comment on continue de nourrir la bête, à quel coût, sachant que, voilà, Fukushima, la vague, elle passe au-dessus, nucléaire, il explose. Les mecs, ils avaient mis un mur de 20 mètres de haut. Ils avaient calculé, c'est de la gestion de risque au niveau international. Ils avaient dit, s'il y a un tsunami, parce qu'ils savaient qu'il y aurait un tsunami, ça devait être tous les 1 million d'années. Bon, ça n'arrivait plus que prévu, pas de bol. Là, la statistique a menti. Et ensuite, ils avaient dit, s'il y a une vague, elle ne passera pas plus de 20 mètres. Pouf, pas de bol, elle a fait 30 mètres. Et 10 mètres de plus, ça a suffi. Et donc, ils avaient mis derrière le mur de protection, autour de la centrale nucléaire, des trucs, des ordinateurs et machin, tout était au sol. Voilà. C'est le père de Tom Sawyer, Mark Twain. Tom Sawyer, vous connaissez? C'est Amérique. D'accord. Ok. Mark Twain, qui était aussi un penseur, qui disait il y a 3 grands mensonges. Il y a 3 types de mensonges dans la vie. Il y a les petits, les gros et la statistique. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Yevgeny, s'il est encore dans la pièce. Cette fameuse barre d'erreur dont on parlait ce matin, dès l'a priori, on verra peut-être que statistiquement, on ne sait pas. Bon, c'est un peu l'IA en fait. Et vu que l'IA se fournit parfois de statistiques fausses, pardon, l'IA, c'est de la statistique pure. On arrive un petit peu sur la fin de notre échange. Je sais qu'il y avait prévu quelque chose d'interactif, mais pas de problème là-dessus. Oui, on voulait faire une chanson, mais... je ne suis pas sûr. Je pense qu'après, il y aura des questions, j'imagine. Mais il y avait une blague, en fait. On peut peut-être la faire. C'est les spécialistes de la blague un peu du Nord, graveleuse. Bon. La petite blague pour retour en enfance. J'ai envie de la placer. En fait, je l'ai lu hier. Elle était morte de rire toute seule. Dans un article, j'ai dit à Pierre ce matin, obligé, je la fais, parce que c'est rigolo. C'est vraiment bête, quoi. Non, je ne l'ai pas là, c'est pas grave. Je vais juste la faire à l'oral. Qu'est-ce qui est petit, jaune? Ça vous rappelle les blagues, ça, non? Qu'est-ce qui est petit, jaune et qui se croit un seigneur de la création? C'est pas mal. C'est entre nous, ça vous pouvez pas forcément comprendre. J'aurais dit Power BI aussi, mais là, il est pas là, Jean-Pierre, je sais pas où il est. Mais... Il a pris plein son grade. Allez, je vous montre l'image quand même. J'avance tout ce que. C'est pas lui, c'est lui. Un poussin connecté. Pas faux. Voilà. Et elle était morte de rire tout à l'heure avec Pourquoi sa blague. pas. Et elle m'a dit, je la passe ou je la passe pas. Je lui ai dit, écoute, vas-y, passe-la. Prends le risque. Problème. Alors, ça vient d'Olivier Rey, qui est mathématicien philosophe quand même. C'est pas de...
déjà, je me disais, un mathématicien philosophe, moi, j'ai trouvé ça intéressant de me dire quelqu'un qui est dans la science pure et qui, en plus, réfléchit aux choses. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'était aussi pour montrer un petit résultat de ce qu'on crée en ce moment avec Canva, parce que vous, la révolution, elle est dans BI, tu parlais de copilote, tout ça. Mais moi, la révolution dans mon métier en tant que formatrice, elle va être vraiment qu'en copilote, il va être dans PowerPoint, parce que tous nos formateurs, ils font du PowerPoint. Hein. Donc là, il faut encore aller sur ChatGPT, poser des questions. Bon, ils y vont, mais timidement encore. Et quand demain, il y aura remplacé le vieux Clippy, là, et qui sera dans le logiciel, je pense que là, nous, notre révolution d'usage dans notre métier de formateur, elle va vraiment là se réveiller un peu plus. Sauf erreur, mais il n'y a pas quelqu'un des MS dans la pièce, là. Il n'y a pas un copilote déjà dans PowerPoint? Il n'est pas encore en General début novembre. Voilà, ça arrive, ça arrive. Donc, pour moi, la révolution, elle sera là. Et en attendant, c'est Canva qui a pris le devant. Hein. Canva a déjà intégré plein d'outils magiques qui permettent en 2 phrases de créer un petit poussin seigneur de la création qui se croit tout puissant puisqu'il est connecté. Petit parallèle avec nous qui ne sommes pas forcément dans le management tout le temps. On est vraiment dans de la prod, parfois informatique. On fait du code, il y en a qui vont manager aussi, mais on a un public aussi un petit peu technique tout de même. Elle n'était pas dans le PowerPoint, celle-là. Quel serait votre conseil, vous, de pédagogue, de manager, de formateur, pour pas tomber dans les travers de ChatGPT et être toujours un utilisateur averti sans être, entre guillemets, dépendant? Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un outil, un signal qu'il faut dire, wow, 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 je vais trop loin avec ChatGPT, ou est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous dire, les gars, cool? Non, pas par rapport à ChatGPT directement. Je pense qu'on a parlé. Il faut en connaître ses limites. Le fait qu'il utilise les données qu'on y met, déjà, bon, c'est la première chose à connaître les sources. Voilà. C'est ce qu'on disait ce matin aussi. D'ailleurs. On connaît pas les sources. Même quand tu l'interroges, il va pas te donner de source. Il dira je suis pas capable de te donner la source. Une fois, il m'en a donné une. Je suis allée vérifier la source. Elle était fausse parce qu'elle était vieille d'il y a 3-4 ans. C'était une donnée sur les chiffres RPS. C'était plus du tout juste. Et donc d'autres fois il me répond pas. Donc il donne pas ses sources. 2, c'est dans les conditions d'utilisation d'OpenAI. Hein, tout ce qu'on met dedans, ils sont en mesure de pouvoir l'utiliser. Donc j'imagine que vous êtes confrontés aussi avec vos clients à cette question-là. Hein. Voilà, moi j'ai dit à mes collègues. Parce qu'on a un de nos outils, le LMS, la gestion de l'information, qui nous impose, qui nous dit, voilà, on a mis l'intelligence artificielle dans votre plateforme. On a eu le débat cette semaine. L'activer. Qu'est-ce que vous faites? Oui ou non? Je dis, j'ai discuté avec Pierre, je dis, écoute, moi, sur nos données à nous, on travaille, on crée nos propres contenus sur le management. Il n'y a pas des contenus hyper révolutionnaires. Ce qui est notre touche à nous, c'est la manière dont on amène le sujet auprès de nos stagiaires. C'est pas la matière en elle-même. Si après, on a des convictions qu'on amène, mais qui ne sont pas de toute façon dans l'outil, quoi. Mais après, j'ai dit, pas question qu'on mette les données de nos clients dedans. Voilà. Moi, si j'ai un client qui m'explique ses enjeux opérationnels et on doit créer une formation autour de ces enjeux opérationnels-là qui sont, pour moi, c'est de la donnée confidentielle. Donc, j'ai dit, dès le moment où on fera du projet client, on ne l'utilisera pas, quoi. Très clair. Et après, au-delà de ça, de manière plus large, pour moi, c'est un peu le discours du président de EdTech France qui dit toujours, au plus on met de numérique dans la formation, au plus il y a besoin d'humains. Moi, je me rattache à ça. Ouais. Voilà, c'est un joli paradoxe, mais auquel moi je m'attache, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi aux formateurs que je forme en tant que formatrice de formateurs, c'est de se dire ça. Au plus vous allez mettre de numérique, au plus, en parallèle, il faut que vous mettiez de relations humaines dans l'échange avec le stagiaire. J'aime bien finir par des questions-réponses. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations, des questions avec nos intervenants? Un point d'échange, vous n'êtes pas d'accord, hyper d'accord ou complètement fumeux? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à... Alors, vous êtes un public très calme cette année, évidemment, on a plein de mains levées, etc. Vraiment? Tout a été parfaitement limpide, pas d'observation? Et donc, si c'est le cas, merci en tout cas de nous avoir écoutés passionnément. Je pense qu'on peut les applaudir excessivement fortement.